Ah, c'est terrible. Bonjour YouTube, merci d'être avec nous. Merci à toutes les personnes qui soutiennent la chaîne, qui s'abonnent, qui sub, qui lâchent des petits pouces en l'air. Franchement, vous régalez. Alors aujourd'hui, j'espère que vous avez bien affûté vos pelles parce qu'on va sûrement enterrer une partie de votre enfance ou de votre adolescence dans un très grand trou. Vraiment un trou très profond, un trou qu'on recouvrira ensuite de terre puis de ciment pour y construire un de ces horribles parcs à chiens qu'on trouve dans les villes. Vous savez, ces espèces de petits terrains grillagés exclusivement conçus pour que les chiens y chient. Et bien votre enfance à la fin de ce live, elle sera enterrée là-dessous, d'accord? Parce que oui, aujourd'hui, on va parler d'une saga mythique pour toute une génération, la saga Harry Potter. Et vous vous en doutez, on va surtout parler de son autrice J.K. Rowling, qui a, il y a quelques jours, décidé de détruire pour toujours son héritage littéraire en devenant un être humain encore plus horrible que celui qu'on savait qu'elle était déjà. Mais voilà, avant de parler de cette actualité vraiment très énervante, il va falloir, je pense, qu'on fasse un petit retour en arrière parce que l'affaire J.K. Rowling, c'est un drame en plusieurs étapes qui a mis des années et des années à atteindre son pic. Donc je vous propose qu'on revienne d'abord en 1997, qu'on prenne notre petite machine à voyager dans le temps pour revenir aux origines d'une saga qui allait changer le monde. J'en fais des tonnes. On est donc en 1997 et là, comme ça, de nulle part, sort Harry Potter à l'école des sorciers. Un petit livre, au départ, tiré à 500 exemplaires. Personne ne s'attend à ce que ce soit un succès mondial. Personne ne s'attend à ce que ça explose. Et pourtant, ce bouquin, l'air de rien, va rencontrer un succès complètement fou. Pour vous dire, aujourd'hui, on chiffre les ventes de ce premier tome à plus de 120 millions d'exemplaires. À titre de comparaison, Marc Lévy, qui est l'auteur français, souvent classé top 1 des vedettes des best-sellers, ben si on prend tous ses livres, l'intégralité de son œuvre, c'est 50 millions d'exemplaires vendus. Amélie Nothomb, c'est 20 millions. On est à des années-lumière d'égaler juste le premier tome d'Harry Potter. C'est vous dire à quel point la saga, elle a tout pété. Ça a été vraiment un raz-de-marée mondial. Perso, mon rapport à Harry Potter, moi j'ai vraiment fait partie du train. J'ai fait partie des gens qui ont adoré Harry Potter. Je crois qu'on m'a offert mon premier tome en primaire et qu'une fois que je l'ai lu, ben, je suis resté à fond, au moins jusqu'au 5e ou 6e tome. Je voyais bien que l'écriture, ça se dégradait, plus je vieillissais, moi j'étais à fond, mais il y a quand même eu un moment où c'était tellement important pour moi. Je pense que j'étais dans une phase dans ma vie assez difficile, quand j'étais fin du primaire, collège, une période pas très ouf en termes de vie familiale, en termes aussi de vie dans les milieux scolaires, et où je me suis hyper identifié au personnage de garçon ostracisé qui vit une vie infernale au quotidien, etc. et tout, et qui d'un coup vit des choses incroyables. Il y avait un truc, enfin, tu vois, je me projetais à fond là-dedans. Mathieu Potterhead confirmé, mais complètement. Vraiment, moi, j'étais vraiment... je pense que j'étais un vrai Potterhead. Je relisais les bouquins à chaque fois. J'avais pas beaucoup d'argent, mais si je pouvais acheter une connerie liée à Harry Potter, je l'avais. J'avais un classeur Harry Potter. Je l'adorais, j'en étais trop fier. Alors... c'était pas la mode. Malheureusement, c'était pas la mode. Il fallait pas avoir un classeur Harry Potter. Déjà, quand t'es un enfant bizarre qui vit dans une famille bizarre et qui a plein de problèmes, faut pas en plus arriver avec un classeur vert sur lequel il y a un dragon écrit Harry Potter en gros. Mais moi, je l'adorais. J'étais vraiment, voilà, cet univers pour moi, il a été hyper important. Et quand je dis important, c'est vraiment au sens premier du terme, quoi. C'est un univers dans lequel j'ai pu me réfugier à une époque où j'avais peu de choses heureuses dans ma vie, et dans lequel j'ai pu trouver du bonheur, de la joie et finalement une certaine stabilité. Donc voilà, c'est des livres qui ont vraiment beaucoup compté. Les films, quand ils sont sortis, évidemment, je les ai tous vus au cinéma. Je les ai tous, si j'ai pu, acheter en cassette ou en DVD. Je les regardais en boucle et je regardais tous les trucs qu'il y avait, même les trucs en anglais que je comprenais pas, les making-of, les machins, etc. J'étais ah oui, c'est passionnant, mais c'est incroyable, mais cette scène coupée, mais c'est extraordinaire et tout. Et encore... pendant très longtemps, c'est des films que je pouvais regarder presque chaque année avec le même plaisir, souvent vers Noël, je sais pas pourquoi, pour moi c'est des films de Noël, et je sais qu'ils sont souvent mal joués, je sais qu'ils sont souvent mal filmés, je sais qu'il y a un peu rien qui tient droit, mais pour moi c'est une espèce de petite Madeleine de Proust, et j'y reviens avec un plaisir régressif hyper fort. C'est lequel ton préféré? C'est le 3.
Incontestablement, j'ai toujours préféré le bouquin. Pour moi, mon préféré, c'est le 3. Et le film que je préfère, c'est le 3. Je trouve que la réalisation du 3, c'est la seule fois où il y a un Harry Potter qui a été bien réalisé. Vraiment, il y a des plans qui sont trop beaux. Le réal, il est trop fort. C'est Quaron, qui est un grand réalisateur, et ça se voit. Et je sais pas pourquoi ils n'ont pas continué à confier les films à des gens aussi talentueux, parce que vraiment, le film, il se distingue des autres. Tu passes de l'univers enfantin, très Hollywood classique, à un film qui a un caractère, une patte. Il y a tellement de trucs qui arrivent dans le 3 qui vont être repris absolument partout après dans les autres films. Pour moi, c'est un des films, c'est le meilleur film Harry Potter qui soit sorti. Et pourtant, quand je l'ai vu au cinéma la première fois, j'étais un peu déçu parce qu'il faisait pas toute l'année, tu vois. J'étais là, ils font que l'intrigue et tout, mais ils racontent pas le match de Quidditch, je sais pas quoi et tout. Je disais, non, mais il manque des bouts là, c'est pas juste. Moi, je voulais un film de 8 heures qui racontait vraiment toute une année à Poudlard, littéralement une série en fait. Tout ça pour vous dire que j'ai fait partie des gens, mais vraiment, qui ont adoré Harry Potter, et pour qui Harry Potter, c'est un truc central de mon enfance et de mon adolescence. Et je sais qu'aujourd'hui, Harry Potter, c'est un peu devenu une espèce de ref un peu gênante de millennials, un peu comme Star Wars pour les boomers, et que souvent, les nouvelles générations, elles ont quand même beaucoup moins pris la hype. Mais franchement, c'était à l'époque tellement extraordinaire. C'est un peu dur à décrire au moment de la sortie des livres et des premiers films, à quel point c'était un objet culturel massif et mondial qui faisait un buzz planétaire. J'ai pas en fait même d'exemple de quelque chose après, je sais pas si vous avez des exemples, mais j'ai pas d'exemple de quelque chose après qui ait eu cette amplitude et qui ait eu cette ampleur. Quelque chose qui est tout cassé comme ça, qui ait pris vraiment le monde entier dans son truc, et tout le monde était à fond, et chaque film, chaque événement, chaque truc, tout le monde était au taquet. Donc je vous ai retrouvé des images d'archives de la sortie des livres Harry Potter à l'époque où il y avait la hype énorme sur le phénomène Harry Potter, et vous allez voir, les images sont assez rigolotes à regarder. Harry Potter est un véritable phénomène d'édition aux États-Unis et en Angleterre. Cet orphelin magicien est le héros d'une saga littéraire pour enfants. Depuis le début de ses aventures, il y a 5 ans, la folie s'est emparée des petits lecteurs qui se sont littéralement arrachés le 4e tome sorti le week-end dernier. La Pottermania a encore frappé. Cette maladie venue d'Angleterre a même poussé hors de leur lit plusieurs centaines d'Américains samedi dernier. Pour eux, un seul remède, tenir enfin le 4e tome de la saga Harry Potter. En 2 jours, 3 millions d'exemplaires de ce type se sont vendus aux États-Unis. La maison d'édition Scholastic prépare d'ailleurs un retirage de 3 autres millions. Cette maladie, inconnue avant 1995 et de plus en plus répandue, c'est elle qui l'a concoctée dans son laboratoire à idées. Joanne Rowling, une mère célibataire qui écrit dans les bars d'Édimbourg quand son bébé lui en laisse le temps. Où trouvez-vous votre inspiration? Partout, je ne sais pas. De ma tête, ça vient tout seul. Quel sentiment vous inspire ce succès phénoménal? Je suis surprise et ravie. C'est formidable. Un truc très intéressant dans ce reportage, c'est qu'on voit qu'il y a un espèce d'engouement ultra fort autour des bouquins, mais aussi tout de suite, il y a une autrice qui est starifiée, quoi. C'est pas juste Harry Potter, c'est Harry Potter, œuvre de J.K. Rowling, et J.K. Rowling, tout le monde connaît son nom, tout le monde parle d'elle, et elle devient vraiment indissociable de son œuvre, au point que dans tous les reportages, on la montre, on évoque son histoire, etc., etc. Et au début, c'est même assez cool, hein. J.K. Rowling, elle est vraiment trop cool. Au début, elle est super. On nous présente un peu une meuf un peu badass avec une incroyable success story de jeune mère divorcée qui vit des allocs, qui a écrit un livre en vivotant dans les cafés d'Édimbourg et qui a réussi en se battant contre le monde de l'édition à imposer sa petite histoire dont personne ne voulait, qui est devenu le plus grand succès littéraire des dernières décennies. Et ses éditeurs, ils forçaient à fond avec ça, hein. Tu les écoutais vraiment, des interviews de l'époque des éditeurs qui présentaient J.K. Rowling, t'avais l'impression que vraiment elle était limite SDF et qu'elle avait écrit, je sais pas, Harry Potter avec un bout de charbon sur un petit morceau de carton comme ça dans le front en s'éclairant à la bougie. Ah non, quel enfer, nanana. On a su plus tard qu'il y avait quand même beaucoup de storytelling là-dedans, notamment qu'un ami lui avait filé 4000 livres sterling pour qu'elle écrive son premier tome, ce qui lui a permis du coup de quitter son taf et de se consacrer entièrement à la rédaction de Harry Potter. C'est pas énorme 4000 livres, mais d'un autre côté, je sais pas vous, mais perso, moi, des projets d'écriture, j'en ai quand même 2-3. Des livres en cours, j'en ai plein. Et j'attends toujours mon ami qui vient me filer 4000 balles pour écrire sans aucun espoir de remboursement en me disant non mais Mathieu, je parie sur ton succès et puis au fond, ce qui compte, c'est que tu fasses ce que t'aimes. Je passe le message à mes amis qui seraient sur le chat, j'attends l'argent. J'attends le pognon au bout d'un moment. Selon le Daily Telegraph, après la sortie d'Harry Potter, J.K. Rowling d'ailleurs a offert à son pote un appartement 2 pièces au cœur d'Édimbourg en remboursement qui vaut sûrement
sûrement du coup l'appart plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc au final, c'est un bon investissement. Mais au moment où le mec a filé l'argent, il pouvait pas savoir ce que ça allait, que ça allait être remboursé. Et donc il a juste filé 4000 balles à une pote comme ça pour rien. Pour qu'elle écrive son bouquin, quoi. Hein. On apprend aussi d'ailleurs après par la BBC que le fameux café où elle allait écrire comme ça lorsqu'elle était sans le sou et tout. Moi, ça m'a toujours trigger les gens qui disent non, je n'avais aucun argent et j'allais écrire au café. Je suis là, mais attends, au café, faut boire du café. Ça coûte de l'argent cette histoire de café. Moi, quand j'avais pas d'argent, j'allais pas au bar, tu vois, c'est trop cher. Et ben en fait. Ce café, c'était la propriété de son beau-frère, ce qui lui permettait de consommer à l'œil. Donc, évidemment, ça change un peu le narratif de la jeune femme isolée, super pauvre. Je pense qu'elle a quand même un peu galéré et tout, mais c'est plus une galère par choix. Elle a choisi de quitter son travail pour se consacrer à l'écriture qu'une galère vraiment subie de quelqu'un qui viendrait des classes populaires et qui aurait vraiment pas eu le choix, qui serait retrouvé le couteau sous la gorge et qui au milieu de ça aurait réussi à écrire un livre, ce qui aurait été en fait, je pense, complètement impossible. En fait, elle a fait un choix de galère sur un moment précis en pariant sur son talent littéraire, ce que la plupart des gens n'ont pas les moyens de faire. En fait, elle a même si au final, ça change pas le fait qu'elle a quand même été précaire pendant cette période. Mais en gros, pour résumer, dans les années 2000, J.K. Rowling, elle est cool. C'est une success story incroyable qui fait rêver tout le monde et en plus, c'est quelqu'un d'engagé et qui s'en cache pas, ce qui va rajouter un peu à son aura. Par exemple, en 2007, elle demande à ce que ses livres soient imprimés sur du papier écologiquement responsable et en 2008, elle bloque même la parution d'Harry Potter en Finlande parce que les éditeurs locaux n'avaient pas respecté cette demande écologique et franchement, je le dis, en 2008, l'écologie, c'est pas ce que c'est aujourd'hui. Les gens, ça les intéresse pas du tout et faire ce genre de move quand t'es quelqu'un de très connu, c'est audacieux, ça se fait pas tant que ça, tu peux avoir des problèmes, ça peut être mal vu. C'est une chose de dire oui, je suis pour l'écologie, c'est une autre de bloquer la parution de ton bouquin dans un pays parce qu'on respecte pas le fait qu'il soit sur un papier, qu'il soit éco-responsable, etc., etc. Et à ça s'ajoute plein d'autres trucs. En 2008, elle donne 1 million de livres au Parti travailliste. 1 million. On les attend un peu, nous, les riches de gauche, parce qu'il y en a de temps en temps des mecs un peu pour dire oui, nous sommes contre le RN, nanani, nanana, mais on attend l'argent, les riches, oh. Là, elle va donner en 2008 1 million de livres au Parti travailliste. Le Parti travailliste, pour vous dire, c'est un peu l'équivalent du PS, une gauche quand même très molle, sosdem et centriste, mais ça reste une gauche. Et quand on lui demande pourquoi, elle explique que c'est pour aider les familles pauvres et vulnérables. À nouveau, c'est pas si commun. Des stars qui vont prendre la parole en politique, il y en a beaucoup sur des causes X ou Y, mais des stars qui en plus donnent vraiment de l'argent, c'est vraiment très, très, très rare. Selon Le Monde, en 2007, elle affirme aussi lors d'une tournée promotionnelle que Dumbledore est gay et amoureux de Grindelwald. Et alors là, à nouveau, tremblement de terre. Hein. C'est pas commun du tout, ce genre de truc pour une autrice mainstream à l'époque, de se mettre du côté des personnes LGBT et en plus de lier son œuvre comme ça à la communauté LGBT. Mais tout le monde est là, mais waouh, J.K. Rowling, c'est l'allié des personnes LGBT, mais c'est extraordinaire et tout, machin. Et en plus, ça se confirme plusieurs fois. Par exemple, en 2014, interrogée par une lectrice qui veut savoir si Poudlard est une safe place pour les LGBT, elle répond: bien sûr, si Harry Potter nous a appris quelque chose, c'est que personne ne doit vivre dans un placard. En 2015, elle prend parti pour le mariage LGBT en Écosse et elle s'attaque aux fachos en leur écrivant, je cite, « La grandeur absolue d'une telle union, donc une union LGBT, ferait littéralement exploser vos petits esprits sectaires enfermés dans vos crânes épais et inclinés. » Ça a tellement mal vieilli, cette phrase. Mais à l'époque, dans les années 2000-2010, mais on est toutes et tous à fond, on est là, JK, wouh, incroyable, elle est avec nous et tout, machin. Et là, c'est le drame. On est en 2013. Le dernier tome de Harry Potter est sorti en 2007. Et depuis, J.K. Rowling n'a rien publié et tout le monde, évidemment, attend son prochain banger. Qu'est-ce qu'elle va nous faire? Évidemment, tout le monde pense que ce sera la suite de Harry Potter ou un spin-off. On imagine, évidemment, quand on est un peu dans ces lores-là, la romance entre Dumbledore et Grindelwald que tout le monde attend. On se dit, ah mais mon Dieu, ça va être incroyable, nanani, nanana, nanana. Sauf qu'une rumeur commence à courir. J.K. Rowling aurait en fait déjà publié un nouveau livre. Quoi? Comment? Déjà, elle a sorti son livre, mais elle l'a fait sous pseudonyme. Tremblement de terre. Tout le monde veut savoir c'est quoi le nouveau livre et finalement,
c'est le Sunday Times qui révèle le poteau rose et qui chope le scoop et découvre qu'effectivement, J.K. a publié un polar sous le pseudonyme de Robert Galbraith. Retenez bien ce nom. On dira à partir de maintenant Robert Galbraith parce que j'arriverai pas à le redire avec cet accent que j'ai fait. Et déjà, on va être clair, le truc du pseudonyme, en fait, c'était vraiment juste un coup de com'. Elle comptait pas vraiment que le livre reste sous pseudonyme. Ça a été complètement inventé par la maison d'édition pour faire parler du livre et ça a très bien marché. Avant la pseudo-révélation, on a les chiffres. Robert Galbraith avait vendu 7000 exemplaires de son livre qui s'appelle donc L'Appel du Coucou. Et J.K. Rowling, quand ça a été révélé que c'était elle l'autrice, elle a vendu 100 000 exemplaires de ce livre qui est devenu un best-seller. On est loin d'Harry Potter, mais 100 000 ventes, ça reste quand même très, 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 très bien. Le truc, c'est qu'évidemment, tous les fans de Rowling vont vouloir savoir d'où vient ce pseudonyme très étrange. Pourquoi diable J.K. Rowling a décidé que ce livre serait signé Robert Galbraith? Alors les gens cherchent. Et là, ils tombent sur un truc très, très, très bizarre. On découvre que le seul Robert Galbraith célèbre, c'est un psychiatre américain qui a pratiqué des thérapies de conversion à l'aide d'électrochocs sur des personnes gays, car il considérait l'homosexualité comme une maladie psychiatrique. C'est dark de ouf. Et on est là, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors c'est chaud, mais au début, on s'inquiète pas trop. Je vous rappelle, JK, on est à fond derrière. JK, incroyable ami des LGBT et tout. On se dit, c'est un hasard. Et puis, on est fan d'Harry Potter, donc on sait que J.K. Rowling et les noms, bon, c'est un peu compliqué. Quand t'as appelé ton personnage asiatique Cho Chang, que le personnage dans la lune s'appelle Luna et que le méchant s'appelle Voldemort. Alors, j'hésitais entre l'appeler Méchant le méchant ou Voldemort. Tu penses que c'est quoi le plus simple pour que les gens comprennent qu'il est méchant? Oh, Voldemort, c'est pas mal. T'es sûr? Parce que Méchant le méchant, les gens comprendraient peut-être mieux. Tu vois? Donc, non, on sait qu'on est des Potterheads, que nommer des trucs, c'est peut-être pas son truc, et qu'elle a peut-être juste pas réfléchi et checké les homonymes possibles quand elle a pris son pseudo, tu vois. On se dit, ok, pourquoi pas. Ça reste quand même un peu fou quand on y repense avec le recul, parce que vous imaginez, à ce moment-là, c'est déjà l'autrice la plus lue du monde, et elle va sortir son nouveau livre sous pseudonyme, et tu dis, mais attends, dans toute l'équipe de la maison d'édition, qui doit être quand même phénoménale, l'équipe allouée à J.K. Rowling, il y a personne, au moment où elle sort son livre sous pseudonyme, pour juste aller regarder si le pseudo, il est pas déjà pris par, je sais pas, un nazi, un serial killer, ou quelqu'un au hasard qui aurait torturé des personnes LGBT au nom de la LGBT-phobie. Ça aurait pu être pas mal d'aller jeter un œil. On n'a pas la preuve, mais on peut quand même se dire que peut-être qu'au final, c'est un choix pas si inconscient que ça. Quand on réfléchit en termes d'industrie du livre, ça paraît quand même très bizarre. Mais soit, à ce moment-là, on est en 2013, je le rappelle, tout le monde voit J.K. comme quelqu'un de progressiste et cool, et on se dit, c'est forcément un accident, ça peut pas être quelque chose de volontaire, c'est beaucoup trop gros, ça va contre tout ce qu'elle nous raconte, il n'y a aucune raison de penser que c'est un red flag. Ça va beaucoup se compliquer. En 2018, ça se complique, parce qu'à ce moment-là, J.K., elle devient très très active sur ce qui va devenir son arme préférée, Twitter. Et les fans d'Harry Potter, étant les personnes légèrement invasives, qu'on sait qu'ils sont, ils vont aller regarder tout ce qu'elle fait, regarder tous les trucs qu'elle like, etc., etc. Et ils vont remarquer des likes hyper étranges de la part de JK, notamment un like le 19 mars 2018. Le 19 mars 2018, J.K. Rowling a liké un tweet transphobe, un tweet vraiment indéniablement transphobe qui compare, je cite, les femmes trans à des hommes en robe, ce qui nie évidemment leur identité de genre et cherche clairement à les humilier. Alors là, sur Twitter, t'es fan d'Harry Potter, tu tombes vraiment de ton petit tabouret. T'es sur ton tabouret, tu fais comme ça par terre. Tu dis, comment? JK, toi tu serais d'accord avec ce genre de message haineux? La commu demande des comptes et au début, évidemment, comme font tous les gens célèbres, on ne répond pas. Les communicants espèrent que ça se tasse, mais c'est sous-estimer les Potterheads qui sont en mode « No, 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 not on my watch !» Et la commu commence à s'énerver, commence à faire de plus en plus de bruit autour de ça. Et du coup, Rebecca Salt, qui représente J.K. Rowling, finit par accepter de répondre et elle va, dans les médias, dire que, en fait, c'est une maladresse. La réponse, elle est assez originale d'ailleurs, je vous la cite. Elle dit j'ai bien peur que J.K. Rowling ait eu un moment de maladresse, une maladresse de quinquagénaire, et ce n'est pas la première fois qu'elle met un j'aime par erreur en tenant mal son téléphone. Franchement, sur le moment, les gens, ils ont envie d'y croire. Hein. Tout le monde est prêt à passer l'éponge, encore une fois, et tout. En plus, on connaît tous dans nos vies des boomers qu'on a déjà vu qui tiennent leur téléphone comme ça et qui cliquent comme ça, tu sais, avec les lunettes comme ça. En vrai, moi, je ressemble de plus en plus à ça quand je suis sur mon téléphone, tu sais, comme ça. Tac, tac, le bout du doigt. Et on se dit, tu vois, sur un hasard, allez, le doigt qui a glissé, pourquoi pas. Le problème, c'est que malgré la déclaration, le like reste.
un peu dérangeant. Il y a quand même une représentante de J.K. Rowling qui est venue parler dans les médias, mais on retire pas le like qui reste sur la publication. Alors à nouveau, les gens s'énervent, et cette fois, c'est J.K. qui répond en personne, et elle explique que « Ah non, mais désolé, pardon, j'ai liké par erreur, en voulant faire une capture d'écran, parce que j'essayais de m'informer sur les gender studies. » Ça confirme un peu ce qu'avait dit sa représentante, mais ça dit aussi que J.K., elle va s'informer sur les gender studies, apparemment dans les endroits bizarres, mais on se dit peut-être que c'est pour voir le meilleur et le pire, peut-être que c'est pour critiquer. Bon, on est des pigeons, ne mentons pas, et je m'inclus dans le truc, hein. On est fan, on adore Harry Potter, on n'a pas envie que l'autrice soit une personne horrible, donc on y croit, on se dit mais oui, elle a cliqué par erreur, oui, c'est un accident, on pardonne, on passe encore à autre chose. Et là, ça dégénère complètement. En fait, en 2019, il va se passer un événement dont en France, on a très peu entendu parler, mais qui a fait beaucoup plus de bruit en Grande-Bretagne. Maya Forstater, une chercheuse qui travaille comme consultante pour un think tank de lutte contre la pauvreté, va tenir des propos transphobes sur les réseaux sociaux. Maya Forstater, c'est pas quelqu'un de connu, c'est quelqu'un qui fait son petit boulot et tout, qui, sur son temps libre, se met à être très très transphobe en ligne. En réponse de quoi, son employeur va décider de ne pas renouveler son contrat. Je rappelle que les think tanks, c'est des structures privées qui ont pour objectif de produire des argumentaires et des recommandations au personnel politique. Donc, c'est des structures qui ont une énorme influence et dont l'image publique est très importante. Donc, ne pas renouveler une personne qui tient publiquement des propos discriminatoires, c'est pas très surprenant. Mais Maya, ça va pas lui plaire du tout. Et elle va en faire un scandale d'État, en parler dans les médias et faire un procès très très médiatique à son ancien employeur. En Grande-Bretagne, tout le monde va se mettre à en parler. Et qui, à ce moment-là, va la soutenir publiquement sur Twitter ? Une certaine J.K. Rowling, qui poste notamment un tweet où elle dit, je cite, « Habillez-vous comme vous le souhaitez, appelez-vous comme bon vous semble, couchez avec n'importe quel adulte consentant, vivez votre meilleure vie dans la paix et la sécurité, mais forcez les femmes à quitter leur travail pour avoir maintenu que le sexe est réel, point d'interrogation, en mode c'est ultra choquant, patati patata. » On est passé du misclick à d'un coup, bam, là il n'y a plus aucun doute, on découvre avec stupeur, en lisant la phrase « Le sexe est réel » à la fin du tweet de J.K. Rowling, que J.K. Rowling, 1, elle est transphobe, et 2, qu'en plus, elle a vraiment rien compris aux gender studies. En même temps, quand tu te renseignes sur les gender studies sur Twitter, c'est peut-être que t'as pas choisi la meilleure source. Je dis ça, je dis rien au hasard. Peut-être que pour se renseigner sur les gender studies, la science, ça pourrait être bien, puisque je rappelle que c'est un consensus, hein, les études sur le genre. On ne dit pas théorie du genre, c'est une mauvaise traduction. Il n'y a pas de théorie du genre, ou alors c'est une théorie au sens de la théorie de la relativité, quoi, une théorie scientifique, mais on parle d'études de genre, et les études sur le genre, ça va faire bien 30 ans maintenant que c'est un consensus scientifique. Je fais peut-être un petit point d'ailleurs sur le genre, c'est toujours assez utile pour répondre à J.K. Rowling. Personne, bien entendu, n'a jamais dit que le sexe n'existe pas. Ce qu'expliquent les gender studies, c'est que le genre est une construction sociale. En gros, les gender studies, c'est une pensée qui s'oppose à une vision essentialiste de la différence des sexes qui prétend qu'il y aurait des caractéristiques immuables à des groupes bien délimités. Dans nos sociétés, deux groupes, d'un côté les femmes, de l'autre les hommes, en fonction de leurs caractéristiques biologiques. Typiquement, c'est l'idée qu'un petit garçon va forcément aimer le foot et la bagarre, et une petite fille le rose et les Barbies, parce que t'es né avec un pénis ou un vagin. En fait, un jour, on s'est dit que, et si en fait, ces comportements, ils n'étaient pas déterminés par la biologie. Imagine, je sais pas, tu vois, par exemple, ce serait l'éducation et les normes sociales. Juste comme ça, je dis ça, je pose ça comme ça, tu vois. Ça explose, on commence à chercher, à réfléchir sur le sujet et tout, et puis on se rend compte que c'est peut-être pas si con cette histoire de social finalement. Donc la notion de genre, c'est pas une théorie, je le redis, c'est un consensus scientifique établi, et cette notion, donc la notion de genre, elle explique qu'il y a un apprentissage et une construction tout au long de la vie de comportements attendus des femmes et des hommes, et que donc les différences entre hommes et femmes sont une construction sociale et non un déterminisme biologique. Dans cette logique, les sexes, au sens où l'entend J.K. Rowling, sont le produit du genre en tant que système. Ça veut dire que personne ne dit que le sexe n'est pas réel, mais plutôt que le genre précède le sexe. C'est ça que disent les gender studies. Le genre précède le sexe, au sens où une différence anatomique en elle-même dépourvue d'implication sociale, le fait d'avoir une bite par exemple, est transformée en distinction sociale. Bite égale homme. Ça veut dire que votre genre précède votre sexe. On prend vos attributs génitaux et on vous définit en tant que personne dans une catégorie au final arbitraire, et la réalité corporelle n'a de sens qu'interprétée dans un système de représentation propre à chaque société et chaque culture. Il a dit bits.
J'écris tout ça, il y a quelqu'un qui est là. Il a dit vite. Et donc voilà, quand on a les infos, c'est pas si fou, quoi. Mais le problème, c'est que ça remet en question une norme et in fine une croyance qui challenge les représentations en fait de beaucoup de personnes. Et on se retrouve avec des gens qui sont pas très différents des platistes ou des climato-sceptiques, qui rejettent totalement la réalité et les discours scientifiques, qu'ils ne comprennent pas, qu'ils ne lisent pas, qu'ils n'étudient pas, simplement au principe que ces discours scientifiques remettent en question leurs propres croyances. Et ce serait presque pas grave que ces gens fassent ça s'ils ne s'en prenaient pas très agressivement aux personnes qui symbolisent pour eux ce trouble dans le genre, c'est-à-dire les personnes trans qui deviennent en fait, sans le vouloir, le symbole de cette remise en question d'une certaine norme culturelle. Sur les personnes trans, je vais quand même faire un autre petit point très très important. Parce que là, on parle du genre, on parle de toutes ces personnes qui basculent dans la transphobie, etc. et tout. Mais ça a des conséquences. Je rappelle que selon le Trans Murder Monitoring Project, qui recense les violences envers les personnes trans en 10 ans, de 2009 à 2019, 3314 personnes trans ont été assassinées sur des motifs transphobes. Une étude menée à UCLA par le Williams Institute montre qu'aux US, les personnes trans ont 4 fois plus de chances que les cisgenres d'être victimes de violences graves. Et malheureusement, les discours politiques anti-trans et anti-genre ne font qu'empirer les choses et les statistiques s'empirent d'année en année. Et ça, c'est le contexte dans lequel J.K. Rowling elle a décidé de se mettre du côté des transphobes. Et elle va être de plus en plus agressive et de plus en plus clairement et ouvertement politisée dans cette direction. En 2019, franchement, c'est fini les histoires de clics accidentels. Ça devient vraiment un activisme assumé. Elle continue ses tweets et rédige même un manifeste transphobe qu'elle publie sur son site officiel où elle accuse ce qu'elle appelle, je cite, l'activisme trans d'être en gros une contagion sociale misogyne dangereuse pour les enfants et où elle dit qu'elle se battra contre, je cite, le fait d'ouvrir les portes des toilettes et des vestiaires à tout homme qui croit ou se sent être une femme. C'est des propos qui sont full transphobes. Il n'y a pas de doute sur la question. Elle suit au même moment aussi publiquement Magdalene Berns, une youtubeuse qui se décrit elle-même comme, je cite, une transphobe déclarée et qui réalise des vidéos avec des titres tels que « Il n'existe pas de lesbienne avec un pénis ». Ces gens sont un pipeline de discrimination. Il n'y a rien d'autre à en dire. Et J.K. Rowling, elle est à fond là-dedans. Elle n'en est pas une victime de ce pipeline. J.K. Rowling, elle est la représentante active de ces mouvements. Et ça se voit très bien. En parallèle de tout ce que je viens de vous dire, elle se met aussi à soutenir publiquement et financièrement la LGB Alliance. Attention, LGB, pas LGBT, c'est très important. En fait, c'est une association qui dit militer pour les personnes lesbiennes, gays et bi, mais pas pour les personnes trans, donc on enlève le T, et qui est en fait pas du tout une asso de personnes concernées, mais une façade politique pour permettre à des personnalités publiques d'agir contre les personnes trans. Parmi les soutiens de la LGB Alliance, on trouve des politiciens sexistes et homophobes comme Boris Johnson ou Robert Jenrick. Et concrètement, la LGB Alliance ne protège pas du tout les personnes gays et lesbiennes et ne fait en permanence que s'attaquer aux personnes trans et aux drag queens. D'ailleurs, on a appris plus tard que plusieurs de ses fondateurs sont paradoxalement des fervents supporters du lobby The Heritage Foundation, pourtant ouvertement anti-LGBT et anti-avortement. J.K. Rowling, elle s'associe avec ces personnes qui sont pas juste transphobes, qui sont aussi sexistes, qui sont aussi anti-LGBT la plupart du temps, et elle leur donne de la thune, et ça s'arrange pas puisqu'elle commence aussi à avoir des amitiés et des positions de plus en plus ambiguës concernant l'homosexualité et même le féminisme. En 2022, on peut l'avoir posé sur Twitter avec ce t-shirt, qui est un t-shirt qui n'est pas vendu par n'importe qui est vendu par Posy Parker dans un mouvement de soutien à cette personne, donc à cette fameuse Posy Parker. Alors, qui est Posy Parker ? C'est une activiste d'extrême droite britannique, raciste et anti-avortement. Et là, on entre dans la ligue des vrais méchants. Posy Parker, c'est quelqu'un qui, pendant longtemps sur Twitter, avait pour photo de profil une Barbie habillée en nazi. Elle a aussi organisé plusieurs événements anti-trans auxquels ont participé des suprémacistes blancs et des néo-nazis, notamment un événement à Melbourne appelé Let Women Speak, laisser les femmes parler, où il y a littéralement eu un groupe d'une vingtaine d'hommes qui faisaient des saluts nazis. J.K. Rowling, elle n'a pas fait que porter un t-shirt de soutien à Posy Parker, elle est même allée plus loin, puisqu'elle a aussi défendu publiquement Posy Parker, tout en condamnant ceux qui essayaient d'empêcher la tenue de ces meetings, pourtant donc notoirement fréquentés par des suprémacistes blancs, des militants anti-avortement, des négationnistes, des nazis, etc., etc. C'est devenu des grandes amies. D'ailleurs, depuis, Posy Parker est devenue l'une des plus grandes supportrices de J.K. Rowling. Elle a fait mettre à Los Angeles un immense panneau I love J.K. Rowling. Elle en a fait des t-shirts qui se vendent énormément. Après tout ça, on a beau être des pigeons, on commence quand même à se dire que
Ok, non seulement JK, elle est ultra problématique, mais est-ce qu'en fait, elle n'était pas ultra problématique depuis le début? Et en fait, en creusant, les gens commencent à se rendre compte que sa proximité idéologique avec l'extrême droite, en fait, ça date pas du tout d'hier, ça date pas des tweets transphobes, etc. et tout, ça date de bien avant ça. Par exemple, l'ONG Lumos, qui a fondé J.K. Rowling en 2010, elle l'a fondée avec quelqu'un d'autre. Il y a une cofondatrice. Et c'est qui cette cofondatrice? C'est une certaine Emma Nicholson, une politicienne qui a défendu des idéologies anti-LGBT, qui a fait campagne contre le mariage pour tous et qui a proposé une loi au Parlement britannique pour interdire de parler d'homosexualité dans les écoles et une autre pour restreindre le droit à l'avortement. Là, il y a des gens, c'est pas de leur petit tabouret qui tombe, c'est de leur chaise. Parce qu'il y a un narratif souvent utilisé quand on parle de J.K. Rowling, comme quoi elle serait devenue horrible parce que, en fait, les gens auraient été trop violents envers elle sur Twitter. Elle se serait un peu trompée, elle aurait mis ce clic, et puis les gens auraient été trop agressifs avec elle, et ça l'aurait rendue transphobe, comme un espèce de backlash ou un truc comme ça et tout. Mais c'est pas vrai! Mais c'est pas vrai. C'est pas si on lui avait mieux expliqué, elle aurait pu être une alliée finalement, je sais pas quoi. En fait, JK, depuis le départ, elle trempe avec des gens qui sont des représentants factuels d'idéologie d'extrême droite antiféministe. Elle a tout simplement jamais été la militante féministe pro-LGBT qu'on a cru voir en elle. Elle a toujours partagé sa notoriété et son argent avec des personnes d'extrême droite, LGBT-phobes et antiféministes du moment que ça servait ses intérêts. D'ailleurs, maintenant, ces positions-là, elles se retrouvent dans les œuvres qu'elle fait et de manière extrêmement nette. En 2020, Rowling, elle a publié un nouveau roman qui est intitulé Troubled Blood, Troubled Blood, je sais pas comment ça se dit, Troubled Blood, toujours sous le pseudonyme de Robert Galbraith, donc ce fameux psychiatre LGBT-phobe dont on nous avait dit « Non, mais c'est un accident, elle a pris ce nom, elle s'est trompée, patati patata ». On n'a toujours pas de preuve du pourquoi elle l'a fait, mais en tout cas, maintenant qu'on fait toute la généalogie de ces idéologies, on commence à se dire que c'était peut-être pas tant que ça un accident. Et le livre tourne autour d'un tueur en série dont on apprend que c'est un homme cis qui se déguise en femme. Alors je dis déguise parce que c'est comme ça que le livre présente la chose et qui joue justement sur la peur de personnes qui seraient hors de la norme de genre, qui viendraient agresser des femmes, etc., etc. Et en 2022, donc toujours sous son pseudonyme de Robert Galbraith, elle publie The Ink Black Earth, qui suit la créatrice d'un dessin animé YouTube accusé de transphobie. Donc là, c'est un livre qui s'attaque juste ouvertement aux militants anti-transphobie et dans lequel elle se misérabilise et elle fait passer les transphobes pour de malheureuses victimes face à des social justice warriors qui seraient prêts à leur tomber dessus, à les menacer de mort et à les attaquer sans aucune raison, etc., etc., en inversant totalement la responsabilité comme le font toujours les personnes discriminantes, à savoir que ces gens défendent des idéologies discriminatoires qui tuent factuellement des personnes aujourd'hui et quand on leur fait la remarque et qu'on leur dit que c'est pas normal et qu'en plus c'est contraire à la loi dans beaucoup de pays, etc., etc., ils retournent le truc en disant « Ah non, mon Dieu, vous me harcelez. » Mais c'est pas du harcèlement de dire à quelqu'un que c'est pas ok de tenir des propos discriminatoires, surtout quand ces propos discriminatoires font mourir littéralement des gens, je le rappelle. Et ça ne s'arrête pas là, évidemment, on n'a pas terminé. Elle va aussi, donc J.K. Rowling prend aussi régulièrement la parole pour soutenir publiquement les lois transphobes en Écosse et s'opposer à toutes les lois en faveur des personnes trans. Par exemple, en réaction à la nouvelle loi écossaise sur les crimes de haine qui criminalise l'incitation à la haine fondée sur la race, la religion, le handicap, la sexualité ou l'identité de genre, J.K. Rowling, elle va tweeter « En adoptant cette loi, l'Écosse a accordé plus d'importance aux sentiments d'hommes qui jouent aux femmes, aussi misogynes et opportunistes soient-ils, qu'aux droits et libertés des véritables femmes. » En 2024, elle va aussi faire partie des cyberharceleurs de la boxeuse cisgenre Iman Khelif, qu'elle accuse d'être une femme trans. Elle dira, je cite, « Iman Khelif est un homme prenant plaisir à la détresse d'une femme qu'il vient de frapper à la tête. » Et elle refera la même chose à propos d'une autre athlète cis, Barbara Banda, en 2024. C'est intéressant parce que on voit que l'activisme de J.K. Rowling, c'est jamais de défendre réellement les femmes, c'est jamais maintenant plus de défendre des causes justes, c'est principalement d'instrumentaliser en permanence le féminisme pour harceler des personnes minorisées. Ce qui nous amène enfin à 2025. Cette année, la Cour suprême du Royaume-Uni a adopté à l'unanimité une décision limitant la définition juridique du mot femme au sexe biologique, ce qui donc exclut les femmes trans des protections contre la discrimination. C'est une loi évidemment totalement absurde, poussée par l'extrême droite, qui va contre le consensus scientifique. C'est un désastre qui va évidemment avoir des conséquences très graves sur le long terme pour les personnes trans. Et J.K. Rowling a donc décidé de fêter ça et de le montrer sur Twitter.
Voilà, petit tweet de J.K. Rowling qui écrit j'aime quand un plan se déroule sans accroc. Elle reprend une citation de l'agence Tourrisque et elle la joue en mode on a bien réussi, on a gagné notre coup, nanani nanana. C'est littéralement une méchante de film à ce niveau-là, c'est Voldemort, c'est elle méchant, le méchant quoi, tu vois, qu'est-ce que tu veux dire de quelqu'un qui fait ça? Et là en mai, elle a aussi annoncé qu'elle allait fonder la J.K. Rowling Women's Fund, qui est donc une fondation qui sera financée en partie par sa fortune personnelle et aussi des donations. Le site web de l'organisation indique que ce sera une fondation qui aura pour but d'offrir un soutien financier juridique à des personnes et des organisations qui luttent pour maintenir le droit des femmes fondé sur le sexe biologique dans le milieu du travail, la vie publique et les espaces féminins protégés. Alors c'est pas très clair dit comme ça. Dans les faits, on a appris en fait par d'autres médias que l'objectif principal sera, je cite, de soutenir financièrement les personnes poursuivies en justice ou ayant perdu leur emploi pour avoir discriminé les personnes transgenres. J.K. Rowling a créé un fonds dont le but est de lutter contre le droit des femmes trans, dont le but est de défendre les personnes transphobes. Elle utilise son argent ouvertement pour ça. Elle avait déjà fait le coup, elle avait déjà donné 70 000 livres sterling en 2024 au groupe anti-trans qui s'appelle For Women Scotland. Malheureusement, elle a décidé que c'était pas assez et elle en a fait un système, ce qui veut dire que tout argent dépensé dans Harry Potter aujourd'hui, factuellement, va nourrir et alimenter un système transphobe. C'est la réalité. J.K. Rowling, aujourd'hui, c'est une activiste politique qui est en réalité en place de longue date. On l'a vu déjà, en fait, depuis 2010, elle est en lien avec des personnes proches de l'extrême droite et elle utilise sa fortune pour nier les droits de personnes minorisées. C'est une personne qui instrumentalise le féminisme et que ça ne dérange pas du tout de s'allier avec les pires réactionnaires, anti-avortement, des gens proches de mouvements néo-nazis, etc., etc., du moment que c'est transphobe. Malheureusement, son œuvre, il faut être honnête, elle lui rapporte énormément d'argent et elle lui donne les moyens de véhiculer son idéologie. Donc, quoi faire? Je sais pas trop quoi vous répondre, moi, mais j'ai envie de citer l'acteur Pedro Pascal qui s'oppose beaucoup à J.K. Rowling en ce moment. Il a exhorté récemment ses abonnés sur Twitter à ne plus jamais acheter quoi que ce soit lié à Harry Potter, y compris à boycotter la future série télé de HBO et les attractions du parc thématique Universal Studios. Il a dit « Il est temps de faire comprendre à ces corporations que la transphobie leur fait perdre de l'argent. » Moi, personnellement, je pense que je vais faire ce que dit Pedro Pascal. En vrai, ça fait des années que j'ai rien acheté lié à Harry Potter, mais je pense que même si la série sort sur une plateforme à laquelle je suis abonné ou un truc comme ça, je pense que j'essaierai de la boycotter, j'essaierai de pas la regarder et j'essaie de plus jamais donner l'heure d'une manière quelle qu'elle soit à cet univers-là. Pas parce qu'il me touche pas parce que je le trouve pas important, il a beaucoup compté dans ma vie, je l'ai déjà dit, mais parce qu'en fait, pour moi, c'est insupportable de me dire que ce faisant, je nourrirai économiquement un système qui vise à normaliser, banaliser, voire soutenir totalement la transphobie. C'est pas ok. Je pense qu'on peut pas continuer à consommer ça et à donner de l'argent à cette personne. C'est trop grave quand même, non? C'est trop grave. J'arrive pas à trouver un argument qui me va, moi. À part une nostalgie, tu vois, mais au bout d'un moment, enfin, ça valait la nostalgie. Il y en a plein des œuvres bien. Allez regarder Andorre, voilà, c'est parfait. Allez vous plonger dans d'autres œuvres. Bien sûr, elles n'auront pas eu le même impact dans votre vie. Mais je pense qu'il faut faire le deuil du truc. C'est dur, mais il faut faire le deuil. Et je comprends, ça a été un tel phénomène culturel, ça a été tellement important. Je comprends l'attachement qu'il y a. Vraiment, je le comprends et je l'entends. Mais arrivé à un moment donné, c'est trop grave. Les discours, les soutiens politiques de cette personne, ce qu'elle fait de son argent et de l'argent que vous lui donnez, c'est pas possible, c'est pas possible. Comme il dit Pedro Pascal, en plus, à chaque fois que vous consommez cette œuvre, ça banalise l'idée que au final, être transphobe, c'est pas si grave, il n'y a pas de conséquences. Bon, ça va, les gens, ça les dérange pas, donc socialement, il n'y a pas de sanction, quoi. Il faut bien qu'elle commence quelque part, cette sanction sociale. Si ça se passe pas du côté des studios et des décideurs, ça doit commencer quelque part, et ça doit commencer chez nous. Il n'y a pas que Rowling comme œuvre de fantasy, il y en a plein d'autres avec des œuvres aussi légères ou plus dark. Ouais, c'est ça aussi. Peut-être aussi qu'on est prisonnier d'un produit, tu vois, qu'on nous a imposé Harry Potter comme la seule truc de magie, nanana, mais il y en a plein des univers avec cette légèreté, parce que je pense que c'est ça qui plaît aussi, tu vois, et des mondes magiques dans lesquels on peut se projeter et tout, puis des bouquins qu'on peut faire lire à nos gosses et tout. Il y en a plein, en fait, je pense qu'il y en a d'autres, et il faut juste se libérer de ce truc, quoi. Hein. Personnellement, je considère qu'il faut accepter le fait qu'aucun humain n'est parfait, qu'il ne faut pas trop en attendre des artistes sur leurs valeurs et leur personnalité. Je considère aussi qu'il y a un curseur à placer sur la gravité du caractère problématique des personnes, et qu'il y a une ligne rouge à définir dans le cas de J.K. Rowling, de mon ressenti à cet instant
enfin, la ligne rouge est largement franchie. Exactement. Moi, j'attends pas de tous les auteurs qui soient parfaits. J'attends pas de tous les créateurs et créatrices que ce soit des gens qui soient exactement d'accord avec nous sur tout, nanani, nanana. Là, on parle non seulement d'une personne qui est discriminante, on parle non seulement d'une personne qui est violente, on parle en plus d'une personne qui met son argent au service de cette violence. C'est non. C'est non. Je pense qu'en conclusion, on peut dire que indéniablement, si on regarde le parcours de J.K. Rowling, ben on voit que c'est pas quelqu'un qui a basculé d'un coup dans la transphobie ou qui a dérapé. En fait, elle est depuis très 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 longtemps dans des dérives hyper problématiques, associées à des gens hyper problématiques, et malheureusement, elle a décidé de consacrer l'intégralité de l'argent de son œuvre, eh bien, à défendre des discriminations et des violences et des personnes violentes et discriminatoires. Ça pose évidemment la question de l'héritage d'Harry Potter. Je pense personnellement qu'on ne peut pas continuer à consommer une œuvre qui sert en tout cas à financer une cause qui aujourd'hui tue des gens et de très nombreuses personnes à travers le monde. Je crois que c'est important d'être à la hauteur dans ce genre de cas, ne serait-ce que pour symboliquement montrer que c'est pas acceptable, non, c'est pas ok d'être transphobe et qu'il y a encore des gens que ça énerve sur cette planète. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo sur YouTube. Merci à toutes les personnes qui soutiennent sur Tipeee. Je rappelle que je fais pas de publicité, que je vis grâce à votre soutien sur les réseaux. Franchement, vous régalez. Et merci aussi à toutes les personnes qui s'abonnent, qui lâchent un petit pouce en l'air ou qui mettent un petit commentaire. C'est grâce à vous que la chaîne, elle arrête pas de monter. Ça fait trop plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!